Pendant de très nombreuses années, quiconque prononçait le mot OVNI, au mieux, n'était pas pris au sérieux, au pire, il risquait sa réputation et sa crédibilité. Mais depuis environ 1 an, quelque chose de très important a changé. Le phénomène OVNI, rebaptisé PAN, est en effet devenu un sujet de débat dans ce qui est considéré comme les lieux institutionnels les plus importants du monde. Mais malgré cela, encore aujourd'hui, parler de ce phénomène reste un tabou. Le 14 novembre 2024, devant la commission du Congrès des États-Unis, une nouvelle audition historique sur le phénomène OVNI a eu lieu. Et une fois de plus, des témoignages incroyables et des faits qui laissent peu de doute sur la véracité de ce phénomène ont émergé. Mais malgré cela, il ne manquait pas de sceptiques improvisés qui ont tenté de tempérer l'enthousiasme et la curiosité envers tout ce qui avait été discuté. Beaucoup de ceux que l'on peut qualifier de détracteurs n'ont très probablement même pas écouté un seul mot de l'audience et se sont contentés de faire les habituels commentaires et considérations qui, cependant, n'ont aucun rapport avec la réalité des faits. Pour cette raison, aujourd'hui plus que jamais, il est obligatoire de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Et pour ce faire, nous vous rapportons ce qui a été dit lors de cette audition historique afin que vous puissiez vous-même en tirer vos propres conclusions. Et nous sommes certains que même les plus sceptiques d'entre vous regarderont ces phénomènes sous un nouvel angle. Détracteurs, prenez-en bonne note. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne rien manquer de nos vidéos. Le 14 novembre 2024, devant la commission du Congrès des États-Unis. Plusieurs personnalités de premier plan ont été appelées à témoigner, offrant des détails sur des événements particuliers, sur leurs expériences directes et sur le rôle du gouvernement dans la gestion de ces informations. Parmi les témoins les plus importants figuraient l'amiral Tim Gallaudet, Lou Elizondo, Michael Shellenberger et Michael Gold. Chacun d'entre eux a apporté une perspective unique, enrichissant la discussion et soulevant des questions sur la gestion des informations relatives aux UAP. Avant de commencer leur déposition, comme c'est la coutume aux États-Unis, les témoins ont été appelés à jurer sur la Bible qu'ils ne diraient que la vérité. Jurez-vous solennellement que le témoignage que vous allez fournir sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, avec l'aide de Dieu? Que le procès-verbal indique que tous les témoins ont répondu par l'affirmative. Tim Gallaudet, vice-amiral à la retraite de la marine américaine et ancien directeur de la NOAA, a décrit l'un des épisodes les plus singuliers auxquels il a assisté, survenu lors d'un exercice militaire. La confirmation que les UAP sont réels m'est parvenue en janvier 2015, alors que je servais en tant que commandant du Navy Meteorology and Oceanography Command. Au cours de cet exercice, j'ai reçu un email sur le réseau sécurisé de la marine de la part de l'officier des opérations du US Fleet Forces Command. L'email était adressé à tous les commandants subordonnés et l'objet, écrit en lettres majuscules, disait « Problème urgent de sécurité des vols ». Le reste de l'email était bref mais alarmant, avec des mots similaires à ceux-ci. Si l'un d'entre vous sait ce que c'est, dites-le-moi immédiatement. L'email décrivait la présence d'objets non identifiés provoquant des quasi-collisions en plein vol et demandait d'urgence des informations sur d'éventuelles démonstrations technologiques pouvant expliquer la nature de ces objets. En pièce jointe à l'email se trouvait ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de vidéo Go Fast, capturée par une caméra infrarouge montée sur un avion participant à la mission. Le sens de l'email était clair. L'auteur demandait si l'un des destinataires connaissait des démonstrations technologiques classifiées qui pourraient expliquer ces objets. Le lendemain, cet email a disparu de mon compte et de ceux des autres destinataires sans aucune explication. De plus, ni le commandant du Fleet Forces Command ni l'officier des opérations n'ont jamais discuté du sujet. Ce manque de suivi m'inquiétait beaucoup. En tant que chef météorologue de la marine à l'époque, j'étais responsable de la réduction des risques pour la sécurité des vols. J'ai conclu que les informations sur les UAP devaient être classifiées à l'intérieur d'un programme d'accès spécial géré par une agence de renseignement. Il s'agit de programmes compartimentés auxquels même des hauts fonctionnaires, y compris moi-même, n'avaient pas accès. Lou Elizondo, ancien fonctionnaire du département de la Défense et responsable du programme Advanced Aerospace Threat Identification Program, a mis en lumière le problème du secret et de la surclassification des informations sur les UAP.
Selon Elizondo, les technologies avancées observées au cours de toutes ces années ne proviendraient d'aucun gouvernement connu. Les UAP sont réels, des technologies avancées, non produites par notre gouvernement ou par d'autres gouvernements, surveillent des installations militaires sensibles partout dans le monde. De plus, les États-Unis possèdent des technologies UAP, tout comme certains de nos adversaires. Je crois que nous sommes au milieu d'une course aux armements secrètes qui dure depuis des décennies, financée par des fonds publics mal alloués et cachée à nos représentants élus ainsi qu'aux organismes de surveillance. Elizondo a également partagé ses expériences d'intimidation subies de la part de certains collègues au sein du gouvernement. Il a rapporté des enquêtes pénales injustifiées et des tentatives de détruire sa crédibilité simplement parce qu'il avait rendu public son travail sur les UAP. Un petit groupe au sein même de notre gouvernement, impliqué dans la question des UAP, a créé une culture de suppression et d'intimidation dont j'ai été personnellement victime, ainsi que beaucoup de mes anciens collègues. Cela inclut des enquêtes pénales injustifiées, du harcèlement et des tentatives de détruire la crédibilité d'une personne. Michael Schellenberger, journaliste d'investigation, a parlé d'un programme secret connu sous le nom de Immaculate Constellation. Selon Schellenberger, ce programme recueillerait des données sur les UAP à travers des vidéos, des images et des capteurs avancés, et il semblerait être géré comme un programme d'accès spécial non reconnu. Il a affirmé que le gouvernement des États-Unis possède une vaste collection d'images en haute définition des UAP, donc pas les images floues auxquelles nous sommes tous habitués, mais des images bien définies et claires. Il confirme l'existence de preuves de aéronefs non identifiés au-dessus d'installations militaires et navales. Le rapport recense plusieurs incidents dans les bases de données du renseignement. L'un d'eux concernait des sphères qui entouraient un F-22 l'obligeant à quitter sa zone de patrouille. Dans un autre incident, l'équipage d'un porte-avions de la marine a observé une petite sphère orange-rouge descendre rapidement d'une altitude élevée à une distance de 100 à 200 yards directement au-dessus du pont d'envol du porte-avions. Après mon reportage sur Immaculate Constellation le mois dernier, une autre source s'est manifestée, me racontant avoir vu une vidéo d'environ 13 minutes en haute définition, et qui montrait un UAP sphérique blanc émerger de l'océan, à environ 20 miles au large des côtes du Koweït. La vidéo a été filmée depuis un hélicoptère. À la moitié de la vidéo, selon la source, la sphère est rejointe par une autre sphère qui entre brièvement dans le cadre par la gauche, avant de sortir rapidement du champ de vision. La personne a trouvé la vidéo dans le protocole Router Network, que le département de la Défense utilise pour transmettre des informations classifiées. Michael Gold, ancien fonctionnaire de la NASA, est membre de l'équipe d'études indépendante sur les UAP de la NASA, c'est-à-dire l'organisme créé en 2022 et chargé par la NASA d'étudier les objets non identifiés. Il a souligné l'importance de la science pour aborder la question des UAP. Et il a également suggéré comment la NASA pourrait jouer un rôle crucial dans l'investigation scientifique du phénomène. Mais encore aujourd'hui, il existe de gros problèmes et des réticences à créer un projet rigoureux qui s'occupe de la collecte des données relatives aux anomalies. Grâce à mon travail au sein de l'équipe d'études indépendante sur les UAP de la NASA, il est apparu clairement qu'il n'existe pas de processus clair ou bien diffusé permettant aux pilotes civils de signaler des observations d'UAP. La stigmatisation associée aux UAP réduit le nombre de pilotes disposés à signaler de tels phénomènes, mais même pour ceux qui surmontent cette stigmatisation, je pense que les directives actuelles de la FAA sont largement méconnues et mal comprises. L'un des problèmes les plus importants qui semblent affecter la question des objets non identifiés est la surclassification, c'est-à-dire l'excès de secret entourant les informations, qui ne peuvent être consultées ni à des fins d'information ni à des fins scientifiques. Cette situation particulière apparaît comme un énorme paradoxe. Le gouvernement, pendant des décennies, a nié tout intérêt pour les ovnis, mais les documents qu'il a rassemblés montrent qu'en coulisses, la réalité était complètement différente. Contrairement aux espoirs de nombreux partisans de la transparence, le gouvernement a commencé à restreindre encore davantage l'accès à l'information après la fuite de 3 vidéos sur les UAP en 2017. Donc d'un côté, le gouvernement américain affirme publiquement que le phénomène OVNI n'est pas intéressant, mais de l'autre, tout ce qui concerne ce sujet est classifié et les mêmes agences gouvernementales se battent pour empêcher la diffusion des vidéos de ces anomalies. Le Naval Air Systems Command, en mars 2022, a déclaré ne pas avoir trouvé d'autres vidéos relatives à des phénomènes aériens non identifiés.
Cela paraît étrange, étant donné qu'il n'en avait identifié que 3. Le groupe The Black Vault de John Greenwald a présenté d'autres demandes pour chercher d'autres sources possibles d'informations sur les UAP. Par la suite, en septembre 2022, la Marine des États-Unis a admis l'existence de vidéos et de photographies relatives aux UAP. Cependant, elle a complètement refusé de les rendre publiques, affirmant que les documents demandés contiennent des informations sensibles, classifiées et donc exclues de la divulgation. Ce que nous apprenons du témoignage et du travail d'enquête de Shallenberger, c'est que le phénomène des objets non identifiés est indéniablement réel, et que des entités floues ne rendent pas de compte au Congrès des États-Unis. Pendant ces années, ils ont enquêté sur les cas, mais beaucoup de documents restent inaccessibles à cause du secret d'État. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Comme nous le savons, en 2022, la NASA a lancé le projet UAP dans le but d'étudier les objets non identifiés. L'intention déclarée est d'assurer la transparence des informations et de fournir une compréhension scientifique des phénomènes, en se dissociant des spéculations non vérifiables. Cependant, actuellement, le projet présente certaines limitations significatives et Michael Gold, en tant que membre du projet de la NASA, nous explique très clairement l'une des raisons de ces limitations. Examiner ces anomalies est fondamental pour faire de nouvelles découvertes. En ce qui concerne la science, monsieur le député, si je peux ajouter, lorsque nous étudions les trous noirs ou les galaxies à la NASA, nous utilisons des instruments spécialement conçus à cet effet. Au contraire, pour les UAP, nous nous fions à des caméras de cockpit ou à des téléphones portables. Impossible de faire une bonne recherche scientifique avec ces moyens. La NASA aurait besoin de fonds supplémentaires pour régler ce problème. Mais je pense que des instruments conçus spécifiquement pour étudier les UAP, de la même manière que nous avons des instruments avancés pour l'astronomie, sont essentiels pour recueillir des données précieuses et cohérentes. Si nous essayions d'étudier les trous noirs en utilisant des caméras de cockpit montées dans les cabines des chasseurs, nous ne comprendrions probablement pas grand-chose sur les trous noirs. Un autre aspect très intéressant qui est ressorti des témoignages concerne justement la nature de ces phénomènes. Et c'est précisément sur ce sujet qu'une question très précise est posée. Monsieur Elizondo, en ce qui concerne ces engins qui pourraient être pilotés par des entités inconnues, peut-être biologiques non humaines, diriez-vous qu'il est probable qu'ils soient contrôlés par une connexion entre l'esprit et le corps? Madame, je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'ils sont contrôlés de manière intelligente, car dans certains cas, ils semblent anticiper nos manœuvres. Dans d'autres cas, il semble, et je suis tombé sur un email où le terme « suivi » a été utilisé dans un contexte très confidentiel entre des officiers de la marine qui discutaient de leur navire poursuivi par un UAP. Donc ces objets semblent être contrôlés par une source intelligente, voire même pilotée. Mais ce qui surprend aussi, ce sont les capacités extraordinaires de ces appareils. En comparaison, notre meilleure technologie, comme le F-16, un appareil plus ancien mais encore l'un de nos avions les plus maniables, fabriqué par General Dynamics. Il peut supporter environ 17 ou 18 gras avant de subir une défaillance structurelle. C'est-à-dire que la structure commence à se désintégrer en vol.
Les véhicules dont nous parlons opèrent avec des accélérations supérieures à 1000, 2000, 3000 grammes. Mais la manœuvrabilité de ces aéronefs extraordinaires ne se limite pas aux cieux. Plusieurs observations ont en effet eu lieu dans les eaux des océans, où ces objets semblent se déplacer sans aucune difficulté particulière. Un épisode qui m'a été raconté remonte aux années 80 et concerne un sous-marin à propulsion nucléaire, un sous-marin lanceur de missiles balistiques. L'objet en question présentait des caractéristiques similaires à celles d'une torpille russe, tant par sa vitesse de déplacement que par la rapidité avec laquelle il s'approchait du sous-marin. Ensuite, il a ralenti et a suivi le sous-marin lentement, restant dans son sillage pendant quelques minutes, puis il s'est rapidement éloigné de la scène. À notre connaissance, il n'existe aucune technologie capable de reproduire un tel comportement. La vitesse de ces objets dépassait tout ce que nous connaissons, comme les autres nations, en matière d'aéronefs ou de véhicules pilotés. C'est exact? Oui, monsieur. À ce stade, on demande à Schellenberg s'il existe, dans le programme secret du Pentagone appelé Immaculate Constellation, des preuves d'activité anormale dans les océans. Et la réponse de Schellenberg est très intéressante. Écoutons-la ensemble. J'aimerais comprendre, en parlant d'Immaculate Constellation, comment cela se relie aux activités des UAP dans les environnements océaniques. Y a-t-il des cas où la marine ou d'autres forces maritimes ont rencontré des UAP qui ne pouvaient pas être expliqués par des technologies connues ou des phénomènes naturels? Oui. Immaculate Constellation englobe les milieux terrestres et marins. De nombreux cas mentionnés dans le rapport se produisent dans l'océan. Et pensez-vous qu'il y ait un effort concerté de la part du Pentagone pour tenir le Congrès à l'écart concernant ces activités UAP, spécifiquement dans nos eaux? Oui. Nous n'avons étudié en détail que 25% de nos océans, et nous en savons plus sur l'espace que sur nos propres fonds marins. Il existe des rapports d'UAP qui émergent ou plongent dans les eaux. Cela pourrait indiquer une base ou une présence sous la surface de l'océan. Je ne sais pas s'il s'agit d'une base, mais comme je l'ai mentionné, une source totalement différente m'a décrit une séquence extraordinaire, où l'on voit un globe émerger de l'océan et rencontrer un autre globe. Certains affirment qu'il existe de multiples points chauds où nous observons ce genre d'activité fréquemment. Selon les témoignages recueillis au fil des années, l'activité sous-marine enregistrée amène même certains chercheurs à penser qu'il pourrait exister des bases sous-marines, où ces objets mystérieux trouvent refuge. Bien sûr, tout cela est troublant, mais rejoint de nombreux témoignages recueillis au fil des ans. Nous en parlerons peut-être dans une prochaine vidéo. Un autre aspect qui apparaît évident en écoutant les témoins, c'est que de très nombreuses observations ont eu lieu à proximité de structures militaires ou pendant des exercices. Compte tenu de votre expérience avec le département de la Défense et la communauté du renseignement, à quelle fréquence des observations de UAP se produisent-elles au-dessus d'installations militaires? Et deuxièmement, en supposant hypothétiquement qu'il puisse également y avoir des incursions au-dessus d'aéroports civils, il est évident que ces incursions sont plus probables au-dessus de structures militaires qu'au-dessus de n'importe quel aéroport. Oui, monsieur, il existe suffisamment de données pour suggérer une relation entre les installations militaires sensibles des États-Unis, nos moyens nucléaires et certains sites du département de l'énergie. Il existe une longue documentation historique que certains de vos collègues pourraient posséder qui démontre ce lien. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ce n'est pas un phénomène nouveau. Des objets non identifiés ont été enregistrés dans plusieurs installations militaires, notamment dans des bases abritant des armes nucléaires. Nous avons des témoignages du monde entier, notamment de l'Union soviétique, datant de la guerre froide. Ce n'est pas une tendance nouvelle. Ce phénomène dure depuis des décennies, mais malheureusement, ces informations ont été dissimulées à des personnes comme vous dans cette commission. Je pense que c'est problématique, parce qu'au final, nous avons ici une situation importante. Quelque chose peut pénétrer dans l'espace aérien américain sans qu'on puisse l'attribuer à qui que ce soit. Depuis combien de temps cette situation dure-t-elle? Monsieur, cela dure depuis des décennies, et j'espère que ces informations figureront dans les registres officiels. Ces objets non identifiés semblent être guidés par une forme d'intelligence et sembleraient y poursuivre des objectifs. À ce stade, il devient intéressant de savoir si, au fil des années, on a compris ce qu'était cette intelligence, ou s'il y a eu des récupérations de ce que l'on peut appeler les pilotes de ces extraordinaires engins volants.
Il a déjà été attesté que des éléments biologiques ont été récupérés. En avez-vous connaissance? Oui, monsieur, je suis au courant de rapports qui indiquent la récupération de éléments biologiques. Cependant, je me concentrais surtout sur les aspects techniques et physiques de ces phénomènes, notamment leur interaction avec les infrastructures militaires et nucléaires. N'étant pas expert médical, je n'aurais pas grand-chose à apporter dans ce domaine. Il a été dit que nous sommes en possession de corps. Oui, monsieur. Mais ce sont des créatures d'un type différent d'une autre. Monsieur, je ne pourrais pas répondre à cela. Je peux vous dire, de façon anecdotique, qu'on en parlait beaucoup quand j'étais au Pentagone. Cependant, la prétendue collecte de ces échantillons biologiques a eu lieu avant mon époque, en fait, avant ma naissance. Il y a eu quelques contacts. Monsieur, pourriez-vous préciser? À votre connaissance, y a-t-il eu une communication avec une forme de vie non humaine? Le terme communication est un peu délicat, car il y a la communication verbale, comme celle que nous avons en ce moment, et puis il y a la communication non verbale. Je dirais clairement que oui, mais sous une forme non verbale. Par exemple, lorsqu'un avion de reconnaissance russe entre dans l'espace aérien américain, nous envoyons 2 F-22, nous communiquons certainement nos intentions et nos capacités. Je pense qu'il en va de même pour cela. Nous observons ces objets dans l'espace aérien contrôlé des États-Unis, et ils ne font vraiment pas un bon travail pour se cacher. Ils montrent assez clairement qu'ils ont la capacité d'interférer même avec nos moyens nucléaires et notre état de préparation nucléaire. Un autre aspect fondamental à examiner est de comprendre si le gouvernement des États-Unis ou d'autres gouvernements dans le monde ont étudié cette technologie et si des opérations de rétro-ingénierie ont été entreprises pour tenter d'exploiter le potentiel de ces objets mystérieux. Cette question est posée à Elizondo et sa réponse est très intéressante. Le gouvernement des États-Unis ou ses sous-traitants tirent-ils peut-être une technologie de ces objets? Ils les étudient pour comprendre leur fonctionnement et le reproduire. Monsieur, comme je l'ai déjà dit précédemment, pardonnez-moi, je ne suis pas autorisé à discuter des détails spécifiques concernant les récupérations après crash. Encore une fois, j'ai signé des documents avec le gouvernement des États-Unis. Ce que je peux dire, c'est qu'après un processus d'examen très approfondi par le Pentagone, ce que j'ai écrit a été approuvé et malheureusement, c'était la limite qui m'a été accordée. Connaissez-vous mon ami David Grush? Absolument, monsieur. J'ai eu le privilège et l'honneur de travailler avec lui pendant plusieurs années au sein de l'US Space Force. L'année dernière, comme vous le savez, il a témoigné que les États-Unis ont géré pendant des décennies un programme de récupération et de rétro-ingénierie des UAP. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui, monsieur. Existe-t-il des programmes UAP qui fonctionnent sans une supervision appropriée du Congrès? À 100%, monsieur. Quels sont ces programmes? Malheureusement, monsieur, je devrais en discuter lors d'une séance à huis clos. Je comprends. Je sais que beaucoup de personnes se sentent frustrées par ce genre de réponse, mais nous posons la question. Nous posons ces questions pour que tous comprennent ce contre quoi nous luttons. Comme nous l'avons vu, des expériences de rétro-ingénierie ont bien eu lieu, mais les clauses de confidentialité empêchent d'approfondir le sujet. Mais il est clair que de telles réponses suscitent le soupçon que cette pratique est encore en cours ou qu'il existe au moins la volonté de la réaliser. Mais Elizondo soulève une autre question très intéressante lors de ses déclarations. En effet, Bill affirme que ces objets mystérieux accomplissent des actions qui peuvent sembler provocatrices et qu'ils ne semblent pas se cacher, contrairement à ce que nous avons tous l'habitude de croire. Monsieur Elizondo, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Ces objets ne semblent pas se cacher. Les observations de Pan deviennent de plus en plus évidentes. On en entend parler depuis des années, mais auparavant, il s'agissait d'épisodes isolés et moins fréquents près des bases militaires importantes. Est-il correct de dire que cela arrive plus souvent et que la situation devient plus étrange? Excellente question, monsieur. Voyons si je peux vous répondre. Il y a certainement des indications que ces objets adoptent des comportements provocateurs. Merci. Dans certains cas, ils semblent même traverser les formations d'avions, créant ainsi des problèmes potentiels de sécurité aérienne. La question est, la fréquence de ces événements est-elle en augmentation? La réponse est, ça dépend. Oui, la fréquence pourrait augmenter, mais il est aussi possible qu'on soit simplement plus conscient du phénomène.
De plus, aujourd'hui, nous disposons de technologies plus répandues et avancées pour recueillir et enregistrer ces informations. Donc, nous ne sommes pas encore sûrs si le nombre de ces événements est réellement en augmentation ou si nous avons simplement maintenant de meilleurs outils pour les enregistrer et les analyser avec plus de précision. Et c'est ma prochaine question. Il semble que beaucoup de ces observations aient lieu près d'installations militaires. Pensez-vous que ces UAP ciblent intentionnellement les installations militaires? Pensez-vous que nous pouvons mieux surveiller les zones autour des installations militaires? Monsieur, peut-être les deux. L'une de mes préoccupations concerne un processus que nous utilisons au sein du département de la Défense appelé IPB, préparation initiale du champ de bataille. Nous utilisons des outils comme l'ISR, Intelligence, Surveillance, et d'autres technologies pour analyser et nous préparer à d'éventuelles menaces. Même s'il n'y avait que 2% de chance qu'il y ait une intention hostile derrière ces phénomènes, ce serait déjà trop. Nous devons comprendre s'ils représentent une menace pour la sécurité nationale en mettant en balance les capacités que nous observons et une intention qui, pour l'instant, nous est inconnue. C'est pour cela que ce sujet est compliqué. Nous avons observé certaines capacités, mais nous ne savons pas quelles sont les intentions. Cela rend la situation difficile à gérer. Il ressort clairement de cette audition que le phénomène des objets non identifiés est bien connu dans les milieux de la défense américaine. Bien que de nombreuses informations restent classifiées, ce qui a fuité ou été partagé jusqu'à présent suffit à soulever de nombreuses questions et demandes de clarification sur ces événements mystérieux. Ce qui surprend, c'est l'attention intense que plusieurs organismes gouvernementaux semblent accorder à cette question. Une attention qui, dans certains cas, apparaît comme une véritable censure ou une tentative de limiter la diffusion des informations. Au cours de l'audition, les pressions subies par les organisateurs et les témoins ont été soulignées à plusieurs reprises, dans le but d'empêcher la tenue même de cette discussion. Le colonel de l'armée Karl Nell, membre de la Task Force UAP du gouvernement fédéral, a déclaré lors d'une conférence en mai dernier qu'il existe une intelligence non humaine et que cette intelligence non humaine interagit avec l'humanité. Cette interaction n'est pas nouvelle, elle dure depuis longtemps et il y a des personnes non élues au sein du gouvernement qui en sont informées. Cependant, les UAP restent un sujet controversé. Je ne citerai pas de nom, mais certains ne voulaient pas que cette audition ait lieu, craignant ce qui en sortirait. Nous sommes restés fermes. Aucune pression extérieure ne nous empêchera jamais d'approfondir un sujet jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. En entendant tout cela, il est inévitable de se demander pourquoi il y a une volonté de faire taire ces informations. Si le phénomène des ovnis n'était vraiment qu'un sujet pour complotistes et visionnaires, pourquoi a-t-on essayé d'empêcher que cette audience ait lieu? Comme cela est apparu lors de cette occasion et d'auditions précédentes, le système de défense américain prend très au sérieux la question des ovnis. Il existe de nombreux programmes dont certains opèrent dans l'ombre et échappent même au contrôle du Congrès. Et tout cela n'est pas quelque chose de récent, mais cela fait des décennies que ces agences s'occupent de ces phénomènes. Nous avons appris de David Grush, un ancien membre de la communauté du renseignement, qu'il a révélé l'existence présumée de programmes gouvernementaux secrets soustraits au contrôle du Congrès. Si, comme le disent les debunkers, ce ne sont que des théories complotistes, pourquoi investir autant de ressources et classer des documents sur ce sujet ? Je vais vous montrer cet exemple. Ceci est une présentation du groupe de travail sur les UAP. C'est tout simplement absurde, une folie. Ce niveau de censure et de caviardage dans les documents est ridicule. Ils ont même caché le nombre de rapports et la durée de collecte. 2 des 3 explications possibles sont complètement censurées. Le Pentagone et la communauté du renseignement nous traitent comme des enfants. Il est temps de connaître la vérité sur ce sujet. Les débunkers, voulant discréditer une théorie jugée complotiste, insistent souvent sur le fait qu'il est improbable qu'aucun des acteurs impliqués ne parle. Cependant, dans le cas des ovnis, de très nombreux militaires et agents travaillant pour le compte d'agences gouvernementales ont abordé ce sujet au fil des années. Et pourtant, dès qu'ils font des déclarations, ils sont immédiatement considérés comme peu fiables ou accusés de poursuivre des objectifs personnels peu clairs. La réalité est que les anciennes explications utilisées pour discréditer ces phénomènes ne tiennent plus. Dire que les observations sont de simples erreurs, des phénomènes atmosphériques ou des témoignages peu crédibles n'est plus suffisant.
Aujourd'hui, des enregistrements issus d'instruments technologiques fiables excluent toute erreur ou phénomène naturel. Même l'idée qu'il s'agisse d'une technologie secrète détenue par les États n'est plus crédible. Nous enregistrons ces phénomènes depuis des décennies. Si c'était vraiment une technologie terrestre aussi avancée, pourquoi n'a-t-elle jamais été rendue publique? Et surtout, comment pourrait-elle être encore secrète? Nous vivons à une époque de tensions géopolitiques croissantes où le risque d'un conflit mondial est réel. Actuellement, le seul véritable moyen de dissuasion contre une guerre à grande échelle est le nucléaire. Mais si le nucléaire est l'arme de dissuasion par excellence, pourquoi les États, qui posséderaient une technologie aussi avancée pour générer des phénomènes ovnis, continuent-ils à la garder secrète? Quelle serait l'arme parfaite pour dominer les autres États? Pour quelles raisons n'a-t-elle pas été utilisée dans un contexte aussi critique aujourd'hui? Ces questions remettent en cause les récits officiels et ouvrent des scénarios qui méritent d'être approfondis. Après tant d'années, la question fondamentale reste la même. Que sont ces objets apparemment guidés par une intelligence capable de voler dans les cieux, de plonger dans les eaux et de s'aventurer dans l'espace profond? Il n'existe pas de réponse simple ou immédiate, mais il est temps d'abandonner tout préjugé et d'envisager sérieusement la possibilité qu'il s'agisse d'engins appartenant à des civilisations non humaines. Et il ne faut pas entendre par là exclusivement des extraterrestres, mais il pourrait aussi s'agir de manifestations extradimensionnelles, c'est-à-dire de phénomènes ou d'êtres provenant d'une réalité différente de la nôtre. La littérature et les études sur ce sujet sont immenses. Nous continuerons à enquêter sur ces phénomènes et à vous tenir informés des dernières nouveautés. Une chose cependant est désormais certaine. Les ovnis, entendus comme objets volants non identifiés, existent. Nier cette réalité, c'est être délibérément aveugle ou agir de mauvaise foi. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine histoire.